Alors bonjour à toutes et à tous. Alors nous nous trouvons aujourd'hui sur l'Actu Room, une des salles de conférence de la SITL, et ça tombe bien parce qu'on va parler d'actu, en fait, d'une actu. Mardi dernier, lors de la conférence inaugurale de la SITL, Philippe Barbier, le président de la Confédération des grossistes de France, a remis au ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, un rapport de préfiguration du comité technique de liaison des acteurs économiques de la logistique urbaine. Et c'est un comité qu'il a présenté justement comme miroir de celui qui avait été créé en 2022, suite au comité interministériel de la logistique d'octobre 2021. Et qui rassemble, lui, les représentants des collectivités engagées dans une démarche de logistique plus durable. Alors, pour comprendre ce que sont ces deux comités, et notamment ce dernier comité créé, en quoi ils consistent et comment ils vont porter et aider à structurer une logistique plus durable, je suis avec Ivan Zlatanova, chargé de mission logistique urbaine et espace public au GART. Alors, le GART, c'est Groupement des autorités responsables de transport. Jean-André Lasserre, directeur de logistique low carbone, ou LLC, l'un des porteurs du programme Interlude. Interlude qui veut dire innovation territoriale et logistique urbaine durable. Voilà. Ah oui, moi j'ai pris des notes. Xavier Yves Valère, chef de mission fret et logistique à la DGITM, donc la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités rattachée au ministère de la Transition écologique. Et Christian Rose, responsable environnement, transport et logistique à la CGF, donc la Confédération des grossistes de France. Donc bonjour à tous les quatre. Alors vous tous sur scène, hein, vous jouez un rôle dans les deux comités dont j'ai parlé en préambule. Et pour commencer, j'aimerais quand même que Xavier Yves Valère nous explique dans quel contexte ces deux comités sont nés, pourquoi, comment, pour qui. Avoir un petit peu d'historique. Oui, il y a eu beaucoup d'acronymes, hein, c'était un peu compliqué. Alors, je travaille au ministère des Transports et mon rôle au ministère des Transports, c'est de fabriquer la stratégie nationale de logistique avec un collègue qui est à Bercy, à la Direction générale des entreprises, et avec France Logistique. Et c'est quelque chose d'assez nouveau pour l'État de fabriquer une stratégie nationale de la logistique parce que finalement, on était un peu comme tout le monde. On pensait que la logistique, l'intendance suivrait. Et puis, la planification écologique avançant, la planification énergétique, les révolutions numériques avançant, on s'aperçoit que de plus en plus, on doit bien coordonner les décisions publiques et privées. Et donc, depuis 2019, un rapport Emard-Daher, on crée chaque année un comité interministériel de la logistique où on apprend entre acteurs publics et acteurs privés à construire les choses ensemble. Et on est arrivé l'année dernière, au dernier SILOG, à une stratégie nationale de la logistique dans laquelle on commence à cadrer et à donner un peu de visibilité sur ce qu'on fait du côté de l'État et du côté du privé. Donc pour vous dire très simplement, la stratégie nationale de logistique, c'est 4 objectifs pour améliorer la compétitivité de la logistique. Donc ça passe par une gouvernance publique-privée efficace, par le fait de mettre la logistique au service de l'industrie, de créer des chaînes logistiques plus compétitives et puis de créer une politique d'innovation pour faire des champions internationaux avec les acteurs français et européens. Et puis on a 4 objectifs pour aider le secteur à passer dans la transition écologique. Donc un pour améliorer l'empreinte carbone des entrepôts, un objectif pour la complémentarité des modes, puisque c'est important, en fait, on a des modes qui sont tous avec une utilité, mais à chaque fois vous avez une rupture de charge, donc on essaye d'accompagner ça. La décarbonation du transport routier de marchandises, le ministre a fait de belles annonces sur le financement des poids lourds électriques, et la logistique urbaine, qui est notre corps de sujet. Et sur la logistique urbaine, on a demandé à Anne-Marie Hydrac, Anne-Marie Jean, Jean-Jacques Bolzan, de nous faire un regard, un rapport sur la politique de l'État en matière de logistique urbaine. On leur a demandé, mais qu'est-ce qui manque en termes de réglementation, d'outils de l'État? Et ils nous ont dit, d'abord, la première chose, ils nous ont dit, il manque une gouvernance, il manque un pilote dans l'avion en logistique urbaine. Tant le privé que le public, finalement, ils ne savent pas se parler, ils ne savent pas attraper les enjeux.
Et au moment des ZFE, au moment de la Covid, on a vu que ni les collectivités étaient bien armées pour dimensionner leurs dispositifs, ni les fédérations professionnelles ne l'étaient elles aussi pour pouvoir avancer. Ce n'est pas un diagnostic qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on avait déjà dit au moment où on avait fait nos assises de la logistique en 2015, on appelait ça France Logistique 2025, et on s'était déjà dit à l'époque qu'il fallait qu'on se muscle. Alors ce qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on avait pris les métropoles pionnières qui avaient commencé à institutionnaliser un dialogue, à faire des choses un peu intelligentes, à en tirer des bonnes pratiques, et on en a fait un guide. Ce guide, c'est l'ADEME qui l'a édité en 2018. C'est un guide pour créer un schéma d'engagement volontaire de logistique urbaine durable et puis qui vous propose des fiches d'action de ce qu'on est capable d'attraper à l'échelle d'une métropole. Et donc, ce qu'on est capable d'attraper à l'échelle d'une métropole, c'est faire un diagnostic ensemble de la réglementation sur la circulation, sur les livraisons. Est-ce qu'on a assez d'espace logistique ou est-ce qu'il y a un besoin criant de foncier? Où est-ce qu'on peut aller l'attraper? Donc, toutes ces questions un peu concrètes, eh ben, on était capable de le mettre dans une méthode, mais cette méthode, elle n'allait pas assez vite. Il n'y avait que 7, 8 métropoles qui étaient capables de s'en saisir. Du coup, on a créé un programme interlude que présentera tout à l'heure Jean-André. Et son objectif, c'est de dire cette méthode, puisqu'elle est bonne, puisque 8 métropoles l'ont utilisée, eh ben, il faut le déployer. Et donc le programme C2E, il va déployer dans 43 métropoles la méthode pour que le public et le privé apprennent à se parler et attrapent les objets qui leur permettent de se parler. On en est arrivé là et on s'est dit en 2021, enfin en tout cas au CILOG c'était le constat et la mission qu'a donnée le ministre des Transports au GART, c'est de se dire puisque maintenant on a une quarantaine de collectivités qui pratiquent, ben on ne peut pas laisser les 40 collectivités chacune dans leur coin pratiquer. Il faut qu'on crée une intelligence collective et il faut qu'au niveau des collectivités, eh ben on ait un moteur et que la politique des collectivités elle soit nationale. Et on n'allait pas le faire au ministère des Transports. Donc on a demandé au GART, qui est le groupement des autorités responsables de transport, d'être le fédérateur de toutes les fédérations de collectivités pour essayer d'apprendre les méta-objets et puis venir nous voir, nous dire à la DGITM et à la DGE, voilà ce qui nous manque, voilà ce qu'il faut qu'on fasse évoluer. Et donc pour créer un moteur de politique des collectivités. Et c'est pour ça qu'on a créé le comité technique de liaison de logistique urbaine. Voilà, comité technique parce qu'on ne voulait pas en faire un objet politique, de regarder un peu entre praticiens de la logistique comment on pouvait avancer, comment on pouvait aider les collectivités. Et puis évidemment, comme ça a fonctionné, et vous le racontera Ivan, le ministre des Transports s'est dit on va faire pareil avec les fédérations du privé. Et donc ils ont demandé à un grand monsieur dans les fédérations, à Philippe Barbier, de pouvoir nous aider à préfigurer ce qui pourrait être ce moteur pour les fédérations. Et donc c'est pour ça qu'on est arrivé à fabriquer un autre comité technique de liaison de logistique urbaine, mais des acteurs économiques, pour que du coup on ait nos deux moteurs. Voilà un peu la genèse de l'histoire. Et pourquoi un deuxième comité? Parce qu'on aurait pu utiliser le premier comité créé et simplement l'ouvrir aux acteurs économiques. Xavier Yves, après on fera le... Alors pourquoi deux comités? Alors en fait, quand vous êtes une collectivité, vous avez besoin de discuter entre pairs d'objets de collectivité. C'est-à-dire, est-ce que la réglementation sur les aires de livraison, elle est bien? Et en fait, vous avez besoin de discuter de ce que vous faites, de votre métier. Et c'était la même chose pour les acteurs économiques. Ils ont besoin, à un moment, entre pairs, de discuter entre eux. Alors, il y en a avec qui on a l'habitude de discuter assez simplement. Il y a des très grosses fédérations qui nous aident à co-construire nos réglementations. Mais il y a plein de fédérations plus petites qui sont très impactées par la logistique urbaine et qui ne sont pas aussi informées. Et donc, créer un lieu entre acteurs privés, c'était nécessaire pour qu'entre pairs, ils se parlent, ils nous disent des choses et ils grandissent ensemble. Ivan, peut-être vous vouliez compléter par rapport à... Oui, sur les deux comités, aussi préciser qu'entre acteurs publics et acteurs privés, même si on parle de mêmes sujets, comme par exemple les aides de feu, on n'aura pas forcément les mêmes intérêts sur le même sujet du fait de nos positionnements respectifs. Voilà. Et du coup, gardez le micro, puisque vous l'avez, de décrire le rôle du GART.
concrètement au quotidien? Le GART, en quelques mots, c'est le groupement des autorités responsables de transport, donc, qui rassemble 200 membres d'autorités organisatrices de mobilité, essentiellement des métropoles, mais également des régions, qui est présent au niveau national avec toutes ces collectivités et également en Outre-mer avec des collectivités membres d'Outre-mer. Ce que je voulais aussi rajouter par rapport à ce qu'a pu dire Xavier Yves, la logistique urbaine dans la ville, elle a toujours existé. C'est-à-dire que le transport de marchandises a toujours existé. Cependant, avec les actualités récentes, la Covid ou encore les ZFE font que c'est devenu un sujet plus prégnant pour les élus qu'il ne l'était auparavant. Et sur des exemples très simples, hein, c'est-à-dire que la logistique urbaine, finalement, là où les élus s'y intéressaient peu auparavant, ils sont amenés à s'y intéresser par différents prismes. Pardon. Ouais, ok. Que ce soit sur des questions d'attractivité économique, mais pas uniquement. Un maire qui est en charge du bon fonctionnement de l'espace public, quand on sait aujourd'hui que 80% des livraisons se font en double fil ou en stationnement gênant, ça devient un sujet de logistique urbaine. Donc, au fur et à mesure, au-delà de cette actualité, les élus se prennent peu à peu conscience de l'importance de la logistique urbaine, de son bon fonctionnement pour le bon fonctionnement de la ville. Et pour leurs administrés, j'imagine qu'ils ont des remontées aussi. Ça y participe. Ça y participe. Voilà. On va continuer le tour de table. Christian, quel est le rôle de la CGF? Oui, peut-être revenir un petit peu sur les propos que j'ai entendus et tout d'abord revenir peut-être sur le titre de cette séquence. Quel pilotage pour la logistique urbaine? Comme l'évoquait à l'instant Ivan, la logistique urbaine qu'on appelait il y a encore quelques années marchandises en ville, ce qui correspond peut-être davantage à la réalité, hein, mais le logistique fait beaucoup mieux dans le paysage, peu importe la terminologie. Pendant 30 ans ou 40 ans, on a parlé de logistique en ville, il y a eu beaucoup de rapports qui ont été commis sur le sujet, mais jamais personne, effectivement, n'avait pu se saisir du sujet, précisément parce qu'on ne savait pas comment le gérer, côté collectivité ou côté acteurs économiques. C'était un problème, effectivement, de faire se rencontrer, je dirais, d'un côté les acteurs publics et les acteurs privés. Donc ça a été parfaitement expliqué à l'instant par Xavier Yves Valère. Il fallait chercher, je dirais, de l'intelligence collective, à la fois entre les acteurs publics, à la fois entre les acteurs privés, et faire en sorte que les deux, ensuite, puissent se matcher pour se comprendre. Comme évoqué à l'instant Ivan, il y a des préoccupations qui sont propres aux collectivités que ne comprennent pas forcément les acteurs économiques. Et si on veut s'approprier le sujet, il faut qu'on accepte, nous, en tant qu'acteurs économiques, de comprendre quelles sont les contraintes des collectivités. Et inversement, il faut que les collectivités comprennent quelles sont nos contraintes. Et en matière de logistique urbaine, on sait qu'elles sont tellement diverses, tellement plurielles, qu'elles sont très nombreuses et elles sont impossibles quasiment à définir, tellement elles sont variées d'un secteur à un autre. Les contraintes opérationnelles pour livrer un restaurant ne sont pas celles pour accéder à un chantier de travaux publics, qui ne sont pas celles pour livrer une pharmacie, etc. etc. Donc chacun a ses contraintes. Donc le rôle de la CGF, donc missionné par le ministre Clément Beaune sur le sujet, ça a été de fédérer les acteurs pour faire en sorte qu'ils parlent un petit peu moins en silo. Jusqu'à présent, vous aviez autant de fédérations professionnelles acteurs de la logistique urbaine, soit représentants des entreprises qui entrent en ville, soit représentants des entreprises qui exercent en ville, hein, typiquement le commerce de détail versus celui qui vient livrer comme le grossiste ou le logisticien. Mais ces entreprises et ces fédérations ne se parlaient pas forcément. Donc chacun défendait un peu son précaré, ses spécificités. Et tout ça a été absolument abscon de la part de ceux à qui on s'adressait, que ce soit l'État ou les collectivités, qui avaient du mal en vérité à se faire une idée de l'étendue et de l'intensité des contraintes et des attentes des professionnels. Donc tout l'enjeu de ce comité des techniques des acteurs économiques, c'est de créer un espace de synthèse qui puisse, je dirais, réunir le plus petit ou espérons-le, le plus grand dénominateur commun, réunissant l'ensemble des acteurs économiques pour pouvoir parler d'une seule voix auprès des autorités. Et parler d'une seule voix, ce n'est pas forcément se présenter en étant tous d'accord. On peut parfaitement, au sein d'un comité, avoir des ambitions, des attentes différentes d'un secteur vis-à-vis d'un autre. Et l'objectif du comité, enfin l'un de ses objectifs, en tout cas c'est la mission que s'est donnée Philippe Barbier dans son rapport, c'est d'être
très objectif et de pouvoir présenter au pouvoir public à la fois toutes les facettes d'une situation en expliquant pourquoi tel secteur est plus favorable à telle orientation que tel autre. Parce qu'on est là, je crois aussi, et c'était une demande de l'État, pour, je dirais, aider à la décision que prendra la puissance publique, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit décentralisée ou déconcentrée. Voilà, donc le rôle du comité, c'est réellement de fédérer. On pourrait y revenir tout à l'heure. C'est une trentaine de fédérations. C'est la question qui venait. Professionnelles. Voilà, j'anticipe la question. On n'a même pas préparé la table ronde, hein, bien évidemment. On a une trentaine de fédérations professionnelles. On s'est efforcé de travailler par filière en identifiant bien évidemment les acteurs du transport et de la logistique, bien évidemment, les acteurs du commerce et de la distribution, les acteurs de tout ce qui est déchets, puisqu'il y a des marchandises qui entrent en ville, mais il y a aussi des marchandises qui en sortent, les acteurs, je dirais, de ce qu'on appelle la branche CHR, hein, des cafés, hôtels, restaurants, qui sont d'importants acteurs en centre-ville, et puis des acteurs, ce qu'on appelle services industriels, qui représentent par exemple les entreprises qui viennent apporter du linge propre et repartir avec du linge sale dans les hôtels ou les restaurants. Voilà, donc on s'est efforcé d'identifier les principales filières concernées. Peut-être en avons-nous oublié, et si tel est le cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et chacun pourra venir frapper à la porte pour prétendre entrer au comité. Et il n'y a aucune raison, je dirais, que les portes soient fermées. Un seul élément important, et ça a été vraiment le fruit d'un travail collectif avec toutes les fédérations qui ont été associées à la réflexion, c'est d'éviter que les enjeux logistiques ne soient préemptés par des entreprises. Et ça, c'est pour nous quelque chose d'essentiel. Il faut que la logistique urbaine reste effectivement dans un domaine de préservation de l'intérêt général, et effectivement ne sont et ne peuvent prétendre être membres du comité que des fédérations professionnelles qui, par nature, n'ont pas d'intérêts commerciaux à défendre. Jean-André, je vous voyais acquiescer, donc vous pouvez prendre le micro pour également présenter votre rôle au sein de ces deux comités. Alors, nous avons un peu précédé la mise en place de ces deux comités par l'intermédiaire du programme Interlude, qui, je le rappelle, comme l'expliquait Xavier Yves, avait pour ambition de favoriser le déploiement de la méthode qui était préconisée dans ce fameux guide sur la logistique urbaine, avec l'idée centrale que c'est quelque chose de contractuel, qu'il ne peut y avoir de politique urbaine durable sans qu'il y ait une concertation, une implication effective des acteurs économiques. Donc nous avons fait un travail qui a consisté à... c'est du prosélytisme, aller voir les métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines pour parler des questions logistiques et les inciter à s'engager dans la démarche avec un accompagnement qui va avec, dans le cadre d'un consortium qui d'ores et déjà incarne cette idée que cela se fait à travers les deux grandes composantes que sont les collectivités. Donc c'est le CEREMA qui est l'interlocuteur naturel des fonctionnaires, celles et ceux qui font vraiment les politiques au quotidien dans les collectivités, car c'est avec eux qu'il faut travailler, et le soutien des élus, et puis nous-mêmes, Logistique Low Carbone, qui est une émanation d'une confédération, mais avec pour mission de nous inscrire dans une logique de structuration de la représentation professionnelle autour des secteurs les plus directement concernés. Et il s'avère que la question qui a été soulevée dans ce rapport, les réponses qui ont été apportées au niveau national, ce sont exactement les mêmes auxquelles nous avons été confrontés dans les territoires. Et nous nous sommes dit, des politiques publiques qui se mettent en place, qui ont un visage, qui commencent à s'organiser avec des chargés de mission compétents, qui sont en train d'être installés, désignés, recrutés, des méthodes, des outils, des diagnostics, des informations, enfin tout ceci est en cours. Eh bien, cela suppose qu'il y ait derrière une construction du point de vue de la représentation de ces forces vives. Et on est très vite arrivé à la conclusion, parce que la question soulevée par Christian au niveau national se posait également au niveau local, qu'il fallait impérativement travailler sur les corps intermédiaires. L'idée que dans les territoires, là où il y avait des démarches
de logistique urbaine, les représentations étaient hétérogènes, variables, parcellaires, qu'il y avait des secteurs entiers qui étaient oubliés parce qu'on n'y pensait pas. Par exemple, la filière BTP. Je pense qu'un des acquis d'Interlude qui arrive en bout de programme, ça a été de faire rentrer dans la démarche la filière BTP, par exemple, ou d'autres encore. Il y avait des commerces, des secteurs dont on savait qu'ils avaient du poids, mais on n'arrivait pas bien à comprendre comment ils se positionnaient. C'est quelque part le commerce de gros. L'idée que l'hôtellerie-restauration, peut-être, c'était des gens qui généraient des flux, mais qu'ils n'avaient pas grand-chose à dire. Eh bien non, justement, il fallait qu'il y ait cette montée en compétences par cette structuration professionnelle, par ce partage des préoccupations, et qu'en même temps, il est important que l'on soit gros ou petit, que l'on soit représentant d'un grand groupe ou d'un petit artisan, qu'on ait le sentiment d'être représenté. Et je crois que l'actualité nous le montre sur les questions écologiques. Il faut que chacun se sente représenté, partie prenante, et qu'il ait le sentiment de pouvoir prendre la parole. Et donc, notre parti pris, ça a été de dire, eh bien, passons par les corps intermédiaires. Ça a été un combat, parce qu'il n'y a pas ces cultures qui consistent à dire, sur un sujet particulier, on souhaite qu'il y ait une porte d'entrée, plutôt politiques, stratégiques, que sont les fédérations professionnelles, via leurs adhérents, via leurs représentants, bien évidemment avec des groupes de travail derrière pour ce qui est de travailler des plans d'action beaucoup plus ouverts, mais qui est cette porte d'entrée. Ça n'était pas évident parce que ce ne sont pas des formes de gouvernance qui existent naturellement dans les collectivités. Certes, on travaille avec les chambres consulaires qui ont leur rôle, qui sont des fonctions support, mais de réinstaller donc cette logique des corps intermédiaires à travers les fédérations, ça n'était pas le cas. Et quelque part, je dirais qu'au fond, dès lors que l'on veut s'inscrire dans ce qu'on appelle la planification écologique, celle-ci doit passer par finalement des entrées qui ont une certaine légitimité, parce que imaginons un seul instant que lorsqu'on arrive à un plan d'action dans un territoire donné, on en a 41 qui se sont engagés dans la démarche, que l'un des signataires dise lui signe, et puis l'autre à côté qui n'a pas signé dise mais il l'a signé en son nom propre, moi ça, je ne me sens pas engagé. Tout est mis par terre. C'est ce qu'on a expliqué aux élus, c'est ce qu'on a expliqué aux fonctionnaires. Et donc on a fait ce travail d'apprentissage, expliquer ce que c'est une fédération professionnelle, comment ça marche, les adhérents. Et je crois que ça a été important, et peut-être ça a quelque part été un laboratoire qui a contribué à ce que progressivement émerge cette gouvernance nationale qui se met en place, qui est collaborative. Personne n'a le monopole de la compétence. Personne n'a une autorité qui prévaut sur les autres. Tout le monde a un morceau de la solution, un morceau du problème. Gardez bien le micro. Et je trouve ça, au-delà de ce qui se passe dans la logistique urbaine, ne sommes-nous pas dans des formes de gouvernance de projets collaboratifs, mais en même temps transparents, participatifs, qui au fond correspondent peut-être à ce que devait être largement le traitement de beaucoup de dossiers dans notre pays et dans notre économie en général. Justement, je comptais vous poser la question plus tard, mais je vais le faire maintenant puisque le sujet a été abordé. Justement, comment s'organise la gouvernance? Comment les discussions dans les comités se passent, mais aussi entre les deux comités, pour qu'il y ait un message cohérent qui émerge et qui remonte jusqu'aux instances décisionnaires? Alors, on va apprendre en marchant. Puisque le comité, pour l'instant, on a remis un rapport de préfiguration au ministre, qu'il a bien sûr validé, il lui a mis son imprimature. La première réunion de lancement officiel du comité se tiendra le 18 avril. On a fort heureusement, comme je l'évoquais tout à l'heure, bien évidemment, élaboré ce rapport en complète collaboration et concertation avec l'ensemble des parties prenantes qu'on avait identifiées. Donc ça n'a pas du tout été un travail en chambre. Donc on a déjà eu l'occasion de travailler un peu ensemble. Le choix qui a été fait, pour reprendre les propos de Jean-André, c'est vraiment, et ceux de tout à l'heure de Xavier Yves, c'est la notion d'intelligence collective et de recherche permanente du consensus, sans qu'il y ait une partie prenante qui prenne le pas sur l'autre. Donc on a fait le choix délibéré déjà de ne pas créer de structure. On ne crée pas de machin supplémentaire. Et ça, c'est parce qu'on en crève un peu en France, des structures et des superstructures. Donc le choix a été fait très clairement de façon collective. On ne crée pas de structure. Donc il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a pas de président, il n'y a pas de trésorier, il n'y a pas de cotisation. On considère que chacune des fédérations qui sont associées à la démarche peuvent bien évidemment collaborer au fonctionnement du dispositif.
et avec une recherche systématique du consensus. Ça, c'est un élément important qu'on a souhaité mettre en avant et qui a été validé bien évidemment par l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faudra bien sûr qu'on établisse une feuille de route en lien, et ça rejoint, je vais répondre à votre question, en lien bien sûr avec les travaux menés par le groupe Miroir qui représente, le comité Miroir qui représente les collectivités. Bien évidemment, on est amené à travailler sur les thématiques similaires. Notamment, je pense aux aires de livraison, sur lesquelles, je dirais, le comité a travaillé, sur lesquelles on va échanger prochainement. Ce qui est important, comme l'a rappelé tout à l'heure, je dirais, le représentant du GART, Ivan, c'est qu'on ne pouvait pas, dès le départ, se mélanger. Il faut que, comme on dit, chacun ses choix, chez soi, les vaches seront bien gardées. D'un côté, les collectivités ont des choses à se dire entre elles. De l'autre côté, les acteurs économiques ont des choses à partager ensemble. Et ensuite, on matche tout ça et on regarde si ça prend, si la mayonnaise prend ou pas. Et très clairement, pour y parvenir, on a retenu le principe de part et d'autre, c'est que nous ayons des représentations respectives dans chacun des comités. Donc à chaque réunion du comité de liaison des acteurs économiques, il y aura un représentant ou deux représentants du comité des collectivités et inversement. Ne serait-ce que pour que chacun, comment dire, imprime et s'imprègne en vérité de toutes les spécificités, de toutes les particularités et des échanges en vérité que peuvent avoir les uns entre les autres. Donc ça, c'est une volonté manifeste effectivement de faire de l'interaction tout en étant séparés et tout en essayant de se désensiloter. Et quand on parle effectivement de silos, je pense que ça vaut aussi pour tout le monde. Ça vaut pour les acteurs économiques, ça vaut pour les collectivités, ça vaut pour l'État aussi, d'une certaine façon. Je pense récemment, je ne résiste pas quand même au fait de dire, on est assez surpris effectivement de voir d'un côté le ministre de la Transition énergétique ou écologique qui vient mettre en place un comité de concertation ZFE et parallèlement on vient d'apprendre que la Première ministre vient confier une mission à Barbara Pompili sur le sujet ZFE. Donc on s'est dit à un moment donné, mais avec qui il faut parler voilà. Et ça c'est typiquement, je dirais, typiquement français, mais ce défaut, on l'a aussi chez nous. Donc, tenez bien le micro, on balaye devant notre porte, c'est pas la question, mais on a vraiment besoin, et c'est révélateur en vérité de cette nécessité qu'on se parle tous au sein d'une même instance, dans un même endroit, et qu'on évite de répartir les conséquences et de diffuser l'information, parce que sinon on n'y comprend plus rien. Et ça, c'est l'un des enjeux face auxquels on est confronté. Et donc, ce qu'on essaye de faire, il faut que chacun le fasse de son côté, État de son côté et collectivité de l'autre. Et c'est l'objectif de l'articulation qu'on est en train de montrer entre l'État, les collectivités et les acteurs économiques. Ivan, pour compléter, oui, je peux parler du comité de liaison des acteurs publics. Avant de vous, petite précision, ne tenez pas le micro ni sur l'antenne et surtout sur le menton, parce que j'ai peur qu'on perde. Alors pour parler du comité de liaison des acteurs publics, même si les deux comités sont à égalité, on va dire que le comité des acteurs publics est un peu le grand frère parce qu'il a bientôt 1 an d'existence. Il a été créé en mai 2022. La première étape qu'on a fait, c'est d'identifier les sujets sur lesquels on devait travailler, mais tout en se disant qu'on n'allait pas réinventer l'eau chaude. C'est-à-dire que parmi les acteurs publics, donc les membres du comité de liaison sont la Fédération nationale des agences d'urbanisme, Association des maires de France, Région de France, Intercommunalité de France, France urbaine qui regroupe les intercommunalités, les auteurs du rapport LUD, l'État via la DGITM et France Logistique. Il y avait déjà des acteurs qui avaient déjà commencé à travailler sur des sujets. Et on s'est dit, l'objectif, c'est pas de tirer la couverture à soi ou de repartir de zéro. L'idée, c'était la deuxième réunion, après la réunion de lancement, ça a permis d'identifier les thématiques sur lesquelles on allait travailler et sur lesquelles on était tous d'accord. Il y avait 4 grandes thématiques qui ont été identifiées. Les ZFE, la logistique urbaine dans l'espace public, le foncier avec les problématiques de logistique et les données. Et pour chacun de ces sujets, on a identifié un chef de file. Moi, le principal avantage que je vois par rapport à l'organisation qu'il va y avoir, c'est que ce qui est rassurant, c'est qu'on a les mêmes problèmes. Donc, ce qui fait que les sujets qu'on a identifiés, ils vont se poser normalement de la même manière
au comité des acteurs privés. Donc on a déjà des sujets identifiés sur lesquels on va pouvoir travailler collectivement. Et là où je dirais on travaillait un petit peu un peu dans l'ombre ou en shadow, là on va vraiment avoir une meilleure visibilité, une meilleure organisation, notamment vis-à-vis de l'ensemble des acteurs publics par rapport à ces sujets qui sont évidemment très complexes. Donc là, vous avez parlé de 4 grandes thématiques. Il y en a d'autres? Alors des deux côtés, là, du coup, je fais un mélange des deux comités, puisque vous vous recroisez entre le petit et le grand frère. Oui, je pense qu'on a sur les 3 sujets que vient d'évoquer Ivan, sur le premier, sur la stratégie des collectivités par rapport à la logistique urbaine, bon, on peut apporter éventuellement des éléments, mais c'est vraiment plus un sujet politique qui relève de la compétence quand même quasi exclusive des collectivités. Sur les 2 autres sujets, en revanche, zone à faible émission et aire de livraison, on est complètement, je dirais, appelé à travailler ensemble sur le sujet. Bon, à telle enseigne que Xavier Yves peut en témoigner. D'ailleurs, il est un peu à l'origine, je dirais, du travail que mène le comité, avant même, effectivement, qu'il ne soit constitué sur les ZFE, puisque lorsqu'on a commencé à travailler sur l'identification des priorités qu'on allait se fixer pour les années qui viennent, bien évidemment, est arrivé en haut de la pile la ZFE. Donc ce sujet ZFE sera complètement un sujet transversal à partager avec le comité des collectivités et le comité des acteurs économiques. Sinon, on a bien sûr d'autres sujets. On a tout à l'heure, Xavier Yves parlait de multimodalité. On a résolument fait le choix, et c'est, je dirais, peut-être un plus par rapport au programme Interlude qui était très routier par essence. Et on s'est dit, la logistique urbaine, c'est aussi du fluvial, ça peut aussi être du ferroviaire. C'est bien évidemment aujourd'hui de plus en plus de la cyclocargologie ou cyclologistique. Donc très clairement, ces acteurs économiques sont mis dans la boucle. Et on a pour mission, je dirais en tout cas dans la feuille de route qui a été dressée, qui n'a pas été arrêtée pour l'instant, il faut qu'on attende le 18 avril pour cela, mais la question de la place de la multimodalité et de l'intermodalité est au centre des préoccupations. Un autre enjeu important, tout à l'heure, lorsque j'évoquais que pendant 30 ans, il ne s'est rien passé sur la logistique urbaine, si ce n'est beaucoup de rapports, et que brutalement, depuis 5 ou 6 ans, ça a émergé, quel a été l'élément déclencheur pour un élu local? C'est de se dire, c'est le développement du e-commerce. Le e-commerce inonde mes rues, les camions se garent partout. Bon, il y a du vrai, mais il y a aussi du faux. Il ne faut pas croire que les acteurs logistiques qui font de la livraison urbaine pour le e-commerce sont aussi complètement désarriérés. Ils savent aussi optimiser et massifier. Mais enfin, ceci étant, voilà, tout est parti de là. Donc on se dit aussi, le développement du e-commerce fait partie des réflexions que doit avoir ce comité, je dirais, pour voir de quelle façon est-ce que ça peut continuer comme ça continue aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commander le matin sa brosse à dents pour l'avoir à 14h et à 14h commander le dentifrice pour l'avoir à 18h? Voilà. Est-ce que ça a encore du sens? Peut-être, mais peut-être dans un autre mode de livraison et d'organisation logistique. Voilà, ça fait partie des grands sujets, bien évidemment, sur lesquels le comité aura à travailler, pas tout seul, et c'est très clairement des sujets auxquels il y a certaines fédérations qui sont complètement compétentes sur le sujet pour travailler à nos côtés. La question de la réservation foncière. On parle beaucoup de développement du fluvial dans les zones, bien évidemment, qui sont mouillées. Je dirais Strasbourg, Paris, Le Havre, il y en a peut-être d'autres, bien sûr. Il faut qu'on ait cette réflexion sur la disponibilité foncière bord à voie d'eau pour permettre demain de faire des logistiques fluvio-routes, vélo-cargo, pourquoi pas, qui soient pertinentes et efficaces. Donc on a beaucoup de sujets sur la table, mais il s'agira maintenant de les prioriser. Xavier Yves, je vous ai vu prendre le micro. Est-ce que c'est pour compléter? Oui, tout à fait. Parce que, évidemment, l'État a beaucoup d'attentes. Alors, je voulais les exprimer. C'est réciproque, j'imagine. Oui, bien sûr. En fait, en matière de logistique urbaine, Interlude, c'est le début. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on va devoir changer des habitudes, changer des usages. Et pour ça, on le fait financer par les quotas de CO2. C'est-à-dire que plus vous polluez, plus vous payez du CO2. Ça alimente une caisse. Et cette caisse, elle permet de faire des programmes qui apprennent à baisser en sobriété. Et en fait, Interlude est financé comme ça. Et en logistique urbaine, on voit qu'il y a plein de choses qu'on peut aller attraper avec cet outil.
Donc on commence à déployer de nombreux programmes de logistique urbaine. Alors il y en a un qui s'appelle Colis Active, par exemple, pour aider à subventionner un colis quand on est en vélo cargo. Vous avez Cyclocargologie qui va arriver pour vous aider à apprendre le vélo cargo quand vous êtes une entreprise de livraison pour ne pas vous tromper sur vos choix. Vous avez Marguerite qui va arriver, qui va aider les artisans et les commerçants dans 6 métropoles à regarder comment ils peuvent mutualiser et améliorer leur logistique urbaine. Et Interlude va laisser place à Lutte Plus, parce que nos collectivités, maintenant qu'elles ont fait une stratégie, moi je suis impatient qu'elles passent à l'action. Et donc dans leur stratégie, il y a plein d'actions. Et donc il y a 120 actions qui doivent être déployées, un centre de ressources collectif à créer, et ça ce sera la suite. Voyez, et comme il y a plein de programmes qui se mettent en place, moi j'avais besoin de 2 pilotes dans l'avion, un pilote des collectivités, un pilote des fédérations professionnelles, pour vérifier que tous ces programmes répondent aux besoins des collectivités et des professionnels. Et j'avais besoin de les responsabiliser, de leur dire, tiens, dites-moi, c'est quoi l'avis d'une collectivité dessus, ou c'est quoi l'avis de la profession. Et les comités vont nous servir déjà à ça, à nous aider à piloter des dispositifs pour qu'ils soient vraiment utiles à tous. La deuxième chose, c'est qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion, donc certaines questions étaient en suspens. Et j'en ai quelques-unes, donc à chaque fois on les partage avec les collectivités. Les collectivités me disent mais oui c'est vrai. Je lui dis oui c'est vrai, donc on avance pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Et donc on arrive à mettre à l'agenda des questions qui sont plus des questions de principe, mais des questions sur lesquelles on a le tour de table, on est en responsabilité, on se met la pression pour essayer d'y arriver. Et donc c'est ce qu'on va faire aussi avec les fédérations du privé, qui n'arrêtent pas de dire à l'État, mais il faudrait. Je leur dis, oui, il faudrait. Et donc du coup, c'est ça qu'on veut créer. Et donc ces 2 comités-là, ils sont là pour que chacun soit pas simplement dans l'incantation, mais dans la fabrication de solutions. Et en fait, l'idée des 2 comités, c'est de responsabiliser et de pouvoir avancer et marcher. Et si jamais ces 2 comités n'arrivaient pas à discuter, une discussion qui ne serait pas possible, ils n'arrivent pas à trouver une solution commune, du coup l'État serait arbitre ? Alors, moi, vous voyez par exemple, vous prenez l'état non, mais quand on prend l'état des ZFE et puis il complétera. Regardez sur les ZFE, tout le monde dit il faudrait les articuler. N'empêche que ça reste un EPCI qui est à la décision. C'est pas l'État qui va décider à la place d'un EPCI. Donc en fait, là dans ce genre de dispositif, l'idée c'est de se muscler ensemble et de faire les bons choix, mais pas de prendre la décision à la place d'eux. C'est de créer l'occasion de pouvoir décider. Et si ça ne marche pas, on arrête. Hein. Et puis on passe à autre chose, on essaye un truc qui marche. Enfin, il ne faut pas s'embêter plus que ça. Vous voyez, le nom comité technique de liaison de logistique urbaine, on n'est pas en train de créer un conseil national de je ne sais pas quoi. Hein. Christian, vous vouliez compléter ? Peut-être que Jean-André aussi aura des éléments à apporter, parce que Interlude est beaucoup cité aussi dans... Oui, je pense que ce qui est important, c'est de se parler pour bien se comprendre et adopter chacun un principe de réalité. Et aujourd'hui, si on parle des ZFE, on est tous confrontés effectivement à cette question. Hein. Est-ce qu'il faut partir sur un calendrier excessivement réduit et avoir des mesures qui ne sont pas praticables, pas réalisables, ou est-ce qu'il ne faut pas se donner le temps effectivement d'être sur un calendrier un peu plus étiré, mais avec la certitude que les mesures qui seront prises seront adoptées. Et avec les collectivités, le but c'est ça. Moi je vois les relations entre les 2 comités techniques, c'est vraiment de se comprendre, de s'expliquer, de passer une argumentation. Hein, je pense qu'effectivement ne pas être dans l'incantation, mais en tout cas de pouvoir argumenter avec des éléments de réalisme à l'appui sur ce qu'il est possible de faire, pas possible de faire. Est-ce que les acteurs économiques eux-mêmes, quelle valeur ajoutée, quel apport peuvent-ils donner aux collectivités ? Parce qu'on est là aussi en tant qu'acteurs pour appuyer les collectivités à mettre en place des politiques effectivement de logistique urbaine durable. C'est tout l'enjeu du programme Interlude. C'est qu'acteurs économiques effectivement se mettent au service des collectivités pour leur permettre d'atteindre des objectifs qui soient réalisables et réalistes. Donc l'enjeu il n'est pas ailleurs, hein, c'est de se comprendre pour faire en sorte que tout se passe bien, mieux, et qu'il n'y ait pas de césure, de hiatus entre d'un côté le pouvoir politique ou la puissance publique et les acteurs économiques. Alors, merci pour la transition, parce que du coup Interlude en fait va prendre fin dans pas très longtemps, moins d'1 mois je crois. Est-ce qu'il y a une suite prévue ?
Oui, donc évoqué. c'est ce que disait Xavier-Yves, c'est le programme Lutte Plus. Donc après avoir travaillé sur le cadre, sur la méthode, sur la montée en compétences qui n'est pas achevée, qui doit se poursuivre, mais la montée en compétences des participants à l'intérieur des collectivités, de tout l'écosystème, on va passer à 3 étapes, enfin à un programme de 4 ans, mais avec 3 grands objectifs. Le passage de la définition de plan d'action à la mise en œuvre, donc avec un objectif de 60 EPCI, une priorité sur les EPCI concernés par les ZFE, donc accompagnement dans la mise en œuvre d'actions, 120 actions pour 60 EPCI, c'est une moyenne de 2 par EPCI, donc ça va être un travail là encore collectif, ça va être un travail qui va supposer une réflexion sur comment je mets en œuvre mon plan d'action, comment je l'accompagne, avec qui, donc le passage à l'acte, le diable est dans les détails, mais la réponse aussi est quelque part dans les détails. La deuxième entrée, c'est l'idée de changer d'échelle, de généraliser, d'accélérer le processus de transformation à travers des outils, des projets innovants de plus grande ampleur, avec des logiques de cofinancement, une réflexion sur la compétence, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, y compris dans l'accompagnement du point de vue de la formation des acteurs économiques, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas prises en compte, mais c'est normal. L'exploitant, le dispatcher, celui qui travaille sur de la moyenne distance, de la longue distance, n'a peut-être pas encore été amené à devoir travailler sur des parcs beaucoup plus complexes, où il y a du vélo, il y a du gaz, il y a de l'électricité, que sais-je encore, où il y a de la ZFE, donc il faut l'incorporer, et cette montée en compétence, elle est stratégique. Et puis troisièmement, la pérennisation et la capitalisation, puisque l'idée, c'est que ces programmes doivent s'achever pour être mis entre les mains de qui? Eh bien, ça tombe bien, de 2 interlocuteurs qui ont été créés pour ça. Eh bien, ce sont les 2 comités techniques de liaison, ce qui fait que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait, toutes les conditions sont réunies pour que quelque part, il y ait une sorte d'inscription dans la durée. Mais moi, je vois 3 ruptures quand même. La première rupture, c'est qu'on place au cœur de ces politiques et des outils qu'on met à disposition, parce que nous ne sommes que des outils comme les autres programmes, les bénéficiaires, les acteurs. C'est la première chose. Ils sont dans les territoires. Alors, eh bien, c'est avec eux, par eux, qu'il faut travailler. La deuxième rupture, c'est la montée en puissance des cas d'usage. Dans tous les groupes de travail qui ont été mis en place dans les territoires, les professionnels viennent avec leurs préoccupations, les font monter. Bien sûr que tout est perfectible, bien sûr que parfois ça gagnerait à être un peu plus précis, plus complet, mais il n'empêche, les cas d'usage sont là. Donc on construit des politiques publiques à partir avec les cas d'usage et non pas uniquement des solutions descendantes. Parce que les solutions seulement descendantes, quelque part, ne vont pas être mises en œuvre parce qu'elles ne sont pas portées par celles et ceux qui sont directement partie prenante. Et puis, la troisième rupture, qui est somme toute importante, c'est la notion d'interaction. Interaction entre les échelles, le national, le local, le régional, interaction entre les différents acteurs. Je crois que quelque part, ce sont bien les fondements de politique publique des années qui viennent, me semble-t-il, compte tenu des enjeux qui nous attendent. Il nous reste quelques minutes. Oui, Ivan. Oui, aussi rebondir et réagir par rapport ce qu'a dit Jean-André Lasserre sur les chargés de mission dans les collectivités territoriales financées par le Plus. Aujourd'hui, ce sont de nouveaux postes dans les collectivités. C'est des postes qui n'existaient pas il y a encore 10-15 ans et qui sont aujourd'hui à la frontière de plein de thématiques, que ce soit le commerce, l'urbanisme. Et je pense que, alors sans l'avoir connu, mais par exemple dans le transport urbain, les collectivités sont vraiment montées en compétences au début des années 80. Et je pense qu'on est à la même étape pour la logistique urbaine, c'est-à-dire là, les collectivités s'outillent, se dotent de chargés de mission, dont aujourd'hui la place n'est pas forcément bien, connue ou précise au sein d'un organigramme dans une agglomération. Mais c'est des choses, avec le cours de l'histoire, qui, je pense, vont monter en puissance. Christian, vous avez attrapé le micro pour dire quelque chose ou est-ce que je peux poser une question Vous pouvez poser une question, je me préparais au mot de la fin, c'est tout. Donc. Est-ce qu'il y a un agenda qui est prévu? Tout à l'heure, vous avez parlé du 18 avril. Il s'agit d'une date de quoi? C'est la date, c'est la réunion de lancement officiel du comité de liaison des acteurs économiques. C'est la première officielle, donc après la remise du rapport au ministre avant-hier.
Une réunion importante puisqu'elle va fixer quand même, je dirais, vraisemblablement, elle va préfigurer ce que sera la feuille de route de ce comité, au moins pour l'année qui vient. Un ordre du jour important. Dans le souci, et ça c'est important, lorsqu'on parle d'un sujet logistique urbaine comme d'un autre sujet d'ailleurs, et l'important c'est que toutes les parties prenantes soient au même niveau d'information. Ça c'est important pour bien se comprendre. Et partir du même niveau. Sinon, on perd du temps. Hein. Donc, et l'un des objectifs, effectivement, et notamment lors de cette réunion de lancement, on a souhaité donner la possibilité donc, à deux des 4 programmes qu'a évoqué Xavier Yves tout à l'heure, donc au programme Cyclo-Cargologie et au programme Marguerite, de venir présenter, je dirais, le contenu du programme, les objectifs, les méthodologies qui seront utilisées, de façon à ce que chacun, que les 30 fédérations que nous avons identifiées, je dirais, partent du même point de départ hein, en termes d'information. Ça, c'est les programmes certificats d'économie Oui, d'énergie. c'est les hein, certificats d'économie d'énergie. Le programme C2E, effectivement, qui évoquait à l'instant Xavier Yves. Deuxième élément aussi, et ça, on verra bien, on ne pourra pas le faire, bien sûr, tant que le ministre ne l'aura pas validé. Mais on parle beaucoup, bien sûr, de dépollution et de décarbonation dans le secteur. Bon, chacun sait qu'il y a une feuille de route sur la décarbonation du transport routier qui est en cours de finalisation. Et une fois qu'elle sera validée par le ministre, il sera important que nous la partagions aussi entre nous avec tous les acteurs économiques, de façon à ce que, et avec les acteurs publics, de façon à ce qu'objectivement, chacun sache à quoi s'en tenir en matière d'objectifs de décarbonation, et notamment tout ce qui est transition énergétique des flottes de véhicules, hein, qui est un sujet important, hein, et c'est un sujet systémique, hein, puisqu'il ne s'agit pas simplement de mettre sur le marché des véhicules avec des nouvelles énergies, mais c'est aussi de s'assurer que les nouvelles énergies seront disponibles et pourront être distribuées. Donc c'est vraiment un tout, et il est important que chaque acteur économique et chaque acteur public ait connaissance de cette réalité. Donc ça fait partie des objectifs. Donc c'est surtout partager. Et ensuite, une fois qu'on partage et qu'on part tous du même diagnostic, on va forcément tous tirer dans le même sens. Il n'y a que si on part d'un mauvais diagnostic qu'on risque de se tromper. Donc là, on va faire l'effort, effectivement, d'éviter cet écueil. Ivan, un agenda également à annoncer ou pas ? Prochaine réunion du comité de liaison le 5 avril prochain. Ça sera la 4e réunion depuis sa création et la première de 2023. Le comité se réunit à peu près 3 à 4 fois par an. Le GARD va présenter des pistes d'évolution pour la réglementation des aires de livraison. C'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis septembre 2022 à peu près. Très bien. Et Xavier Yves, peut-être alors je crois que ce sera le 4e SILOG. Pardon, Christian. Non, mais simplement, j'ai oublié que le comité de liaison des collectivités publiques viendra également à la réunion du 18 avril pour se présenter et présenter son programme de travail. Il faut aussi commencer par là. Connaissance. Voilà. Alors oui, chaque année, on fait le point dans un comité interministériel de l'avancement de tout le monde. Là, je vous ai fait en début la liste de mes 8 objectifs. Donc, ils vont passer à la casserole en fin d'année. Donc effectivement, du côté du GART, on leur a posé des questions sur la planification, les recommandations à faire aux acteurs de la planification. C'est l'AFNO qui s'en occupe. On leur a demandé de nous toiletter la réglementation sur les aires de livraison. Donc Et puis on leur a posé la question des données publiques. Qu'est-ce qui est une donnée publique ? Parce que en fait, les collectivités n'ont pas accès aux données des acteurs privés. Donc on leur demande d'être stratèges, ils n'ont juste pas de boussole. Voilà, c'est une question qu'on va poser là aux 2 comités pour qu'on puisse sortir de cette histoire. Donc, et on va faire en sorte de progresser sur cette question. Sur les aires de livraison, par exemple. Exactement, et au SILOG. Et donc, on va mettre un peu de tempo et on va les mettre en responsabilité pour avancer sur les questions qui les tracassent tous les jours. Et Lutte Plus, le lancement officiel, il y a une date ou c'est une continuité après tout d'Interlude ? Il n'y aura pas de rupture. Il faut donc que la convention soit signée. Interlude s'achève fin avril. Donc on peut considérer qu'en mai, eh bien, nous basculerons dans Lutte Plus, mais ça restera toujours Interlude. Et notre travail, ça va être de se nourrir de ce qui va se faire,
se négocier, penser à l'échelle nationale et inversement de nourrir les différentes instances de ce qui se pratique, de ce qui va se concrétiser concrètement dans 60 territoires urbains. C'est autant de laboratoires. La somme de tout ça, c'est un très grand laboratoire et qui couvre à peu près, qui couvrira, quand on aura atteint les objectifs de 60, à peu près 50% de la population française. Autrement dit, c'est bien une politique des transports qui ne dit pas son nom. D'où l'importance de la rendre transparente, de l'organiser, de l'ordonner et de s'appuyer sur les corps intermédiaires encore une fois. Je me tourne maintenant vers le public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Eh ben, j'arrive. Je m'occupe de la logistique du micro, moi. Si vous, justement, en liaison avec cette transparence, où est-ce qu'on peut suivre les objectifs, alors que ça parte de A, B, C ou D de chacun, ce qui est fait, qu'est-ce qui avance, enfin, je veux dire, on manque un peu de références. Là, on ne sait même pas. Se parler, c'est bien beau, mais alors des instances pour se parler sur les territoires, il y en a déjà trop, les gens n'ont pas le temps d'y aller. Mais donc, se parler, ce n'est pas un but en soi, c'est juste un moyen de faire des choses intelligentes. On parle déjà pour se comprendre et s'entendre. Effectivement, si on ne parle que pour parler, alors ça perd un peu de sens. Pour ce qui est des programmes, il y a des sites. Donc pour le programme Interlude, vous avez toutes les informations qui sont publiées et accessibles. Et dans les collectivités, lorsqu'elles s'engagent dans les démarches, c'est affiché, c'est officiel, c'est annoncé. Leur engagement est d'ailleurs voté dans les assemblées plénières par les établissements publics de coopération intercommunale. Les plans d'action sont également votés. Il y a tout un travail de constitution, de fichiers, etc., pour que justement il n'y ait pas de personnes abandonnées en cours de route. Et même plus, j'ai constaté sur Interlude, quand on arrive dans la phase de validation des plans d'action qui vont déterminer ce que seront les actions dans les années à venir, j'ai constaté que le processus de validation dure à peu près 6 mois à 3 mois, entre 3 mois et 6 mois, pour être certain que tout le monde a pu prendre la parole et approuver quelque part les démarches qui sont en train de se finaliser. Donc je crois qu'il y a un exercice, me semble-t-il, de transparence, de partage de l'information à l'échelon local. Et puis ensuite, quand il y a un programme, eh bien, c'est à lui de le rendre accessible par son site. Donc vous avez le site Interlude, je vous invite à le consulter. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Il y a une newsletter que vous pouvez recevoir d'ailleurs très régulièrement. Et puis nous organisons beaucoup de webinaires en la matière. Donc voilà, c'est un processus qui est relativement assez cadré pour être certain que tout le monde puisse avoir accès à l'information. Ça, c'était du point de vue de l'information, voilà. Et sur la mise en application, sur la mise en œuvre en fait de ce qui est discuté, je pense que c'était ça un peu le propos. Dans les plans d'action, on voit souvent des généralités améliorées, il n'y a rien de quantifié, on ne sait pas. Je prends une ville comme Marseille. Eh bien, ça tombe bien, Marseille n'est pas dans le programme Interlude. C'est pour ça. C'est peut-être pour ça, puisque dans le programme Interlude, il y a plusieurs types d'accompagnement. Tout d'abord, il y a un accompagnement des chargés de mission au sein de la collectivité, avec une formation, un cofinancement du poste s'il le faut pour qu'il y ait quelqu'un dédié à cette activité et pas à autre chose. D'autre part, il y a également un accompagnement des acteurs économiques aussi. Et il y a des cabinets qui interviennent sur la partie diagnostic, mais aussi dans la partie, ça dépend un peu ce que décide la collectivité, élaboration des propositions, avec un dispositif de concertation qui a été discuté avec les composants du programme Interlude, les acteurs économiques et la collectivité. Donc voilà, il y a tout un processus, et justement pour faire en sorte qu'on arrive à des fiches actions, donc des sortes de cahiers des charges. Quel est le meilleur exemple pour en faire la promotion? C'est ceux qui l'ont pas fait. Eh bien, moi, j'ai 2 exemples. Alors, je fais exprès pour respecter les grands équilibres politiques. J'ai l'exemple de la métropole de Nantes qui est déjà en train de mettre en place, de faire évoluer son dispositif de concertation
et de mettre en place sa politique de mise en œuvre du plan d'action, qui a eu d'ailleurs l'intelligence, me semble-t-il, d'inscrire dans l'élaboration du plan d'action la question des ZFE plutôt que de l'isoler, de la séparer, ce qui à mon avis n'est pas la bonne méthode. Si je puis me permettre, j'en profite pour en placer une à ce sujet. Et la deuxième chose, donc la ville de Pau, qui est en train elle aussi de finaliser son programme d'action, la ville de Sète, enfin il y en a plusieurs, je pourrais en citer beaucoup, mais voilà, Sète, Pau, Angoulême, pour prendre pas que des grandes villes qui ont fait un travail exemplaire. Et ce que j'ai trouvé très fort dans certains de ces territoires, c'est l'implication des élus, parce que c'est un enjeu majeur. Il faut que les élus s'impliquent, et j'ai quand même en tête quelques territoires où l'élu en charge, par exemple, du commerce, participer au groupe de travail comme un intervenant parmi d'autres, et ça crée de très très bonnes conditions pour qu'on arrive sur des solutions parfois les réponses parfois n'ont pas besoin de grands projets, de grandes décisions macro, parfois c'est une somme de micro-décisions pertinentes qui permettent à la logistique de devenir de plus en plus durable. Donc le diable est dans les détails, mais la réponse aussi dans les détails. Christian, vous vouliez ajouter quelque chose? Et après, il restera du temps pour une toute dernière question. Oui, je pense que, monsieur, votre question est tout à fait pertinente. Hein. C'est toute la subtilité entre le savoir-faire et le faire savoir. Pour l'instant, j'ai le sentiment, et je rappelle effectivement que le comité, en tout cas des acteurs économiques, n'a pas vocation à se structurer avec des ressources. Donc, clairement, l'objectif, c'est avant tout d'avoir un savoir-faire. S'agissant du faire savoir, pour l'instant, c'est une question qui reste en traitement, qui n'est pas du tout finalisée. On a la chance et on compte bien évidemment sur la place et le rôle des membres du comité, donc des fédérations professionnelles, pour ensuite communiquer via leur propre structure sur les travaux du comité. On a pour l'instant vocation plutôt très clairement on n'a pas vocation à s'adresser au grand public, hein, c'est pas notre cible bien évidemment. On cherche pas le buzz et la communication, c'est pas une fin en soi pour nous. C'est vraiment d'être dans l'efficacité, de sortir des positions, d'échanger avec le comité, d'échanger avec l'État, de faire avancer les choses. La communication, bien évidemment, elle sera faite par les fédérations, mais ça n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour du comité demain de créer un site internet. Comme l'a rappelé tout à l'heure Xavier Yves, c'est peut-être effectivement là aussi des aspects novateurs de ces comités, c'est le rôle et la place qu'ils joueront dans la gouvernance des programmes C2E, hein, avec une détermination effectivement de bien s'assurer que ce que font les programmes répondent aux attentes des acteurs économiques et des acteurs publics. Ça, c'est déterminant. Et donc, bien évidemment, les programmes, j'ai envie de dire qu'on a aujourd'hui deux niveaux de gouvernance, deux niveaux d'intervention. On a un niveau local où on a le programme Interlude, Lutte plus demain et les autres programmes qu'a évoqué Xavier Yves tout à l'heure. Et on a une strate nationale avec les comités de liaison et l'État. Donc, on a deux niveaux. Bien évidemment, les uns vont se nourrir de l'autre, hein. Ce sera de la formation et de la remontée à la fois descendante, information descendante et information remontante. Interlude va faire remonter des cas d'usage auprès des comités. Les comités seront en mesure ensuite de les redispatcher effectivement vers le terrain de façon à ce que ça redescende aussi de façon plus rapide. Donc on est vraiment sur un travail de collaboration étroite entre d'un côté la puissance publique, les collectivités locales, les acteurs économiques et ce qui ressortira, je dirais, des pratiques au quotidien. Parce que l'un des objectifs de ce comité, c'est aussi d'essaimer les bonnes pratiques, d'identifier celles qui fonctionnent et pourquoi elles fonctionnent. Hein, j'évoquais tout à l'heure en introduction que la logistique est plurielle, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une solution miracle qui va l'emporter sur une autre, mais il faut qu'on puisse identifier là où des solutions fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent et à partir de quels ingrédients. Et une fois qu'on a fait cette identification, très clairement, ça a vocation à être essaimé et à être dupliqué lorsque c'est possible. C'est tout l'enjeu du centre de ressources qu'évoquait Xavier Yves tout à l'heure, hein, qui fait partie des objectifs de Interlude, de finaliser le programme au bout des 4 ans qui viennent par la préfiguration d'un centre de ressources dans lequel aussi bien collectivités qu'acteurs économiques pourront aller puiser des bonnes idées, des bons cas d'usage à déployer, à développer. Alors
J'espère que cette réponse aura répondu à toutes les autres questions, parce qu'on me fait signe qu'on n'a plus le temps. Donc je suis désolée, je vous remercie beaucoup à tous les quatre pour cette présentation. Merci à vous d'être là. Et si éventuellement vous avez d'autres questions, je vous invite à le faire hors micro. Voilà.